Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Design and Critical Thinking. Je suis Kevin. Et moi, c'est Daniel. On est deux designers et puis on aime bien causer ensemble. Mais en fait, on le fait pas assez souvent. Et ce podcast, c'est d'ailleurs juste une bonne excuse pour nous de se rencontrer et de parler de nos métiers. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, bonjour Daniel. Salut, chef. Salut. Alors du coup, aujourd'hui, on va parler d'un sujet avec lequel tu es venu, et du coup, c'est plutôt moi qui vais poser des questions cette fois, autour des workshops en remote, Oui. et quelques tips et astuces dont on pourrait parler avec toi, justement, sur comment organiser ces workshops, comment les faciliter. Oui. Je dois t'avouer, personnellement, que j'ai eu peu d'expérience là-dedans, malgré le confinement, parce que beaucoup de choses se sont passées avant le confinement, et puis là je suis plutôt dans le mode production. Il y a des choses à produire maintenant avec les résultats de ces workshops, donc j'ai pas eu l'occasion depuis que le confinement de devoir faire des remote workshops, et je dois t'avouer que en voyant un peu des fois les discussions autour du sujet, il y a vraiment de tout, et je suis très intéressé de savoir un peu ce que tu pourrais nous apprendre là-dessus. C'est quoi qui te questionne, toi, quand tu vois dans les articles où tu dis « Oula, ça c'est bizarre, ça a l'air un peu étrange ». Alors, c'est pas forcément étrange, mais c'est déjà assez dur en réalité, dans la réalité, je dis, d'organiser des workshops, en tout cas dans le contexte d'une grande entreprise comme une banque, et puis les agendas de chacun et tout ça. Je me demande à quel point déjà l'organisation même du workshop, je pense pas qu'elle soit extraordinairement plus différente qu'avant en IRL, mais je sais pas. Je pense que en termes de motivation, de temps de parole, il y a des choses pratiques qui sont liées à l'outil qu'on va utiliser pour faire le remote, qui, moi, me paraissent être des fois des freins ou peuvent amener de la complexité dans la gestion du workshop en soi, et dont je suis pas mécontent de pas en avoir besoin tout de suite de rentrer dans le genre de... Voilà, c'est... Ok. Alors, ça, je trouve intéressant parce que dans l'organisation du workshop où tu disais « Ah, mais ça doit être assez similaire », en fait, c'est très différent pour moi. D'accord. Déjà, c'est un truc qui est assez violent. Et puis c'est quelque chose que, pour moi, je retire du workshop remote quelque chose que je vais beaucoup plus réutiliser aussi en workshop live, je pense. Donc, un des trucs d'organisation qui est nécessaire, mais absolument nécessaire, en tout cas pour moi, puis avec les gens avec qui je travaille, c'est le call technique de préparation. Donc, moi, alors à moins que ça soit avec des gens dont tu es absolument sûr de l'agilité et du côté technique, mais quand c'est avec un client, ce que j'aime bien faire, c'est d'avoir un call technique d'1 heure le jour avant ou 2 jours avant, où ce qu'on fait, c'est que les gens rejoignent le call, utilisent un outil, soit que ce soit Miro ou Mural ou un autre truc du genre, et ils le testent en live. Puis du coup, c'est hyper important d'avoir 1 heure pour ça, parce qu'il y a toujours une personne chez qui ça ne marche pas. Et c'est pas parce que la personne, elle est débile, c'est pas parce que la personne, elle a du mauvais matériel ou autre. Moi, j'ai eu des gens où ils utilisaient un outil comme Miro, et ils rajoutent un post-it sur le board, et ça met du code HTML dedans. Et on savait pas pourquoi. Ok. Et du coup, c'est impossible à utiliser pour cette personne, tu vois, parce que du coup, si elle écrit et puis que ça rajoute du code, tu vois, c'est pas forcément utile. Puis du coup, tu fais, ok, alors toi, je vais te rappeler après en privé, et puis on va débugger le problème. Ce que ça permet aussi, c'est du coup aussi de sentir qui sont ceux qui vont avoir besoin d'un petit peu plus de soutien technique, puis avec qui tu dois être plus pendant le début du workshop, juste à vérifier 1 ou 2 fois. Alors Marcel, le micro, ça marche toujours pour toi? Tu vois, puis il fait oui, ça marche très bien. Ah, mais magnifique Marcel, on est content. Tu vois. Puis d'avoir ces personnes que tu sais, ça c'est des personnes que tu dois vérifier techniquement qu'elles sont toujours là. Puis il y en a d'autres où tu sais, lui, s'il s'est mis en mute, il a choisi d'être en mute. Tu vois.
Ouais. Et puis, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est un des premiers éléments qui est très essentiel, c'est dans la préparation, c'est ça en fait. Mhm. Ce call de préparation. Puis de le prévoir 1 heure de long. Parce Ouais. que les 15 premières minutes, les gens ont de la peine à se connecter, c'est le bordel. Donc ça, c'est hyper important. Et puis l'autre fait, c'est de dire, de prévoir 1 heure. Si tu n'utilises pas 1 heure, il te reste encore un petit peu de temps pour appeler les gens en privé, sur le Mhm. téléphone, pour aller régler le problème. Donc, termes d'organisation, tu dois aussi avoir les numéros de téléphone des gens ou les emails. Parce que si, techniquement, ils n'arrivent pas à se connecter, eh ben, tu dois résoudre le problème d'une autre manière. Mhm. Alors que moi, j'ai jamais eu les numéros de téléphone de qui que ce soit qui est venu à un workshop en live, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, ça demande toute une organisation de gestion de projet, d'avoir les numéros de téléphone de chacun, pour que ça soit aussi possible. Mhm. Mais du coup, tu vois, ça, je trouve intéressant parce que si maintenant tu le ramènes au workshop live, eh ben, tu peux tout d'un coup faire quelque chose d'assez pertinent qui serait de dire, hey, avant de faire le grand workshop, est-ce qu'on se verrait pas 1 heure juste pour définir les règles du workshop, tester, clarifier le sujet qu'on va avoir, juste qu'on soit tous d'accord, tu vois. Ouais. Et puis, juste de mettre tout le monde à l'aise. Donc, voilà, ça va être dans cet espace-là, ça va se passer comme ça va bien se passer. Mhm. Bah ça, J'ai c'est trouvé. intéressant, ouais. Ouais. C'est quelque chose que je faisais, pour être honnête, déjà. Ok, On a cool. emprunté ça des coachs agiles avec qui on travaille, qui s'appellent ça le dry run. Ok, la Donc, dry run, cool. c'est un jour avant ou quelques jours avant. Et puis, on fait l'exercice pour de faux, Cool. entre guillemets, Ouais, une fois, voilà, 1 heure avant. Puis ça ouais, permet que tout le monde prenne ses marques, sache où c'est, parce qu'il y a toujours, même quand quand t'es dans des bâtiments qui peuvent être assez grands, il y a des gens, ils peuvent c'est se ça, perdre, ce genre de trucs. Donc là, au moins, ils sont là, ils savent à quoi s'attendre le vrai jour. c'est Puis ça. bah, c'est vrai que tout ça, c'est des trucs en moins que tu skips, que tu t'embêtes pas avec au début du vrai workshop où tu veux vraiment que les gens soient attentifs à ce qui se passe et pas C'est perdus, ça. quoi. Mm. Puis ça, pour moi, du coup, c'est un truc où c'est un petit apprentissage où je me dis, bah, tu vois, c'est transférable, tu vois. De dire, Tout ah, à bah, tiens, fait. tu l'as appris là, tu peux le transférer Et même à avoir les à coordonnées l'autre domaine. parce que tu sais jamais, une personne Mais se oui, perd et puis tu peux juste pas la joindre, c'est là. Mais c'est clair, c'est une bonne pratique. Ouais. c'est ça. Puis Mm. je pense, ça, c'est un exemple tout bête. Après, tu parlais du timing au début. Tu Mhm. disais, ah, mais en termes de timing, de motivation, ça se passe comment? Bah, la réponse simple, c'est tu peux pas faire un jour de workshop. Donc, c'est pas possible. Enfin, c'est pas, je pense que c'est possible, mais avec des équipes qui sont extrêmement digitales. C'est ça, puis très mature aussi sur ce genre de sujet, je Voilà. pense que ça change. Ouais. Là, moi, j'ai plutôt visé j'ai eu fait 4 heures, j'ai eu fait 3 heures, j'ai eu fait 2 heures. Mm. Et puis, ce qui marche bien, 2 heures, 3 heures, c'est top. Ouais. 4 heures, c'est long. Ouais. 4 heures, c'est vraiment long pour les gens. Donc, du coup, ton workshop qui prend une journée, ben, en fait, il se découpe en 2 ou 3 fois, en fait. C'est ça. Ouais. Ouais. Puis, ce qui, du coup, ça me pose un problème que j'ai pas réussi à résoudre encore, qui est le fait que dans un workshop, habituellement, ce que tu vis qui est génial, c'est ce côté, tu as divergent où tu ouvres. Puis du coup, les gens arrivent un peu en mode panique au milieu du workshop Là. avec tellement d'informations, qu'est-ce qu'on va pouvoir bien faire avec tout ça, tu vois? Puis après, tu converges et puis vivent Mm. cette espèce de montagne russe émotionnelle, tu vois, de c'est le bordel à mon Dieu, qu'est-ce que c'est clair, tu vois? Puis en fait, là, tu le découpes en deux. Ouais. Et- Donc tu as moins cette sensation. ouais, et puis du coup, c'est là où la grande question, c'est comment est-ce que tu converges déjà, À la fin du premier morceau, ouais, quoi. à la Ouais. fin du premier morceau suffisamment pour que les gens partent pas en mode putain, on a perdu du temps, quoi. C'est ça. Tu vois, Ouais. faut pas les Ouais. lâcher avec la divergence totale. Donc ça, c'est un challenge. Ça, Mm. je l'ai pas encore complètement résolu, je dois avouer. Alors, si tu as des intuitions par rapport à ça, je serais très heureux de les entendre. Bah, j'ai envie de dire que pour les workshops, c'est toujours la même chose, c'est que il faut qu'il y ait une forme de promesse du type de résultat qu'on peut avoir à la fin. Et tant qu'on se tient à la promesse, les gens n'ont pas l'impression d'avoir perdu du temps parce que c'était l'objectif ciblé. Ouais. Donc, si la promesse est qu'à la fin du workshop, tu es juste bien défini, par exemple, ce que tu vas faire après, bah au Mhm. moins ça c'est clairement établi, puis tout le monde est content en fait, parce que c'était Ouais. l'objectif ciblé. C'est vrai que si tu as un workshop qui est censé durer 4 heures, puis tu le découpes en morceaux et que c'est pas forcément bien déterminé ce que tu gagnes à la fin,
ce qui te permet, en quoi ça va servir pour la suite. Effectivement, j'ai envie de dire, ça peut être plus difficile, effectivement. Ouais. Il y a un truc dont tu n'as pas parlé, mais je pense qui est très lié aux outils digitaux. Oui. C'est le fait que les gens échangent énormément à l'oral pendant les workshops. Oui. Et via les outils digitaux, malheureusement, quand les uns se parlent sur les autres, on a des moments où plus personne s'entend, mais littéralement, je veux dire, c'est pas juste qu'il y a du bruit ambiant, quoi. C'est que il y a une limite dans le flux d'informations de ces outils, quoi. Ouais. Est-ce que tu as eu des contraintes liées à ça, ou pour toi, c'était anecdotique Alors, il y a des problèmes et des solutions. Je parle d'abord des solutions, puis après des problèmes. La solution, j'en ai deux, c'est une personne à la fois, encore plus fort qu'en workshop. Ouais. Donc, en workshop, souvent tu dis, il n'y a qu'une personne qui parle à la fois. En remote, si tu le fais en remote, là, il y a un truc qui marche bien, c'est le fait, moi j'ai introduit le côté de dire, vous allez de toute façon tous vous mettre en muet. Donc, quand vous commencez, puis quand on va poser une question à quelqu'un, on va toujours commencer avec Marcel, j'ai une question pour toi. Puis du coup, ça permet à Marcel de trouver le bouton unmute déjà. Ouais. Puis dire, OK, Marcel, j'ai une question pour toi. Ma question est la suivante. Puis tu poses la question, Marcel, je t'écoute. Puis ça permet ça marche plutôt pas mal. Okay. Le deuxième truc par rapport à ça, c'est le rôle du facilitateur est amplifié. Donc, c'est-à-dire que tu vas devoir, toi, passer la parole et puis dire, OK, merci Marcel. Jean-Paul, je vois que tu veux parler. Tu vois. Puis en fait, pour ça, moi, j'utilise un système de main, en fait. Oui. Donc, avec la vidéo, j'explique aux gens au début, vous voulez causer, vous levez la patte, comme ça, je vous vois, puis je sais que vous avez besoin de réagir. Il y a je suis d'accord, ça marche bien. Souvent, moi, ce que je fais aussi, c'est, je leur dis, moi, de toute façon, je ne vous entends pas, mais je vous vois. Donc, si je vous dis, est-ce que l'exercice est clair, vous me faites un petit comme ça, on est bon. Un comme ça, c'est, j'ai un problème, on doit le résoudre. Un comme ça, c'est, super, je suis excité, je suis trop content, je veux juste y aller. Tu vois. Après, je leur fais même, et puis il y a la petite danse de la victoire. C'est, vous êtes trop content, vous vouliez y aller. Tu vois. Après, je leur fais, puis il y a la dépression, c'est pas bien. Tu vois. Puis ce côté-là permet de résoudre un petit peu ce que tu perds par rapport au live, tu vois, où tu as le body language, tu vois, qui va te dire, ah ouais, lui, il a besoin de parler. Tu vois. Puis du coup, c'est que tu le crées. Tu donnes l'outillage visuel aux gens de dire, si tu veux causer, tu fais comme ça, j'ai un truc à dire. Tu vois. Si tu es juste d'accord, mais que tu veux montrer que tu es d'accord à l'autre, tu fais ouais. Et puis ça, c'est drôle, ça marche vraiment bien. Ok. Donc, tu as vraiment des gens qui sont là, tu en as un qui est en train d'expliquer un truc, puis en bas à droite, tu vois un autre qui est là, oui, oui. Tu vois. Et puis ça, c'est chouette. Ça marche, c'est pas mal en fait. Et puis, Écoute, pour répondre aux problèmes, donc vas-y. là, c'est les solutions, et les problèmes, c'est. Et là, tu peux pas mettre plus de 4 personnes ou même 3 personnes ensemble dans un groupe ou dans un sous-groupe pour travailler ensemble. Ils n'arrivent pas. C'est auditivement trop complexe. Ouais. Parce que les gens arrivent à se synchroniser dans un groupe à 6 en live, mais pas plus de 4 par vidéoconférence. Ouais. S'il n'y a pas un facilitateur. Ouais, sinon ça obligerait d'en avoir un par sous-groupe et ça devient vite un peu plus compliqué. Ouais. C'est ça. Ok, bah disons, c'est très concret. Ouais, on est concret aujourd'hui. Hein. Fouf. Concret. Alors, peut-être pour résumer un peu ce que tu viens de dire, moi j'ai trouvé que c'était très intéressant ce que tu as dit sur la partie organisation en amont. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on faisait pas avant, mais peut-être pas de la même façon. Et du coup, c'est quelque chose qui est, comme tu disais, transposable. Et ça, c'est un bon point. Je pense que tous les efforts qu'on peut mettre en amont de n'importe quoi qui est lié à un workshop, ce genre de choses, peut que simplifier le moment donné, comment les choses vont se passer. Ouais. Et puis, sur des choses très pratiques de vie dans le workshop, la facilitation et tout ça, c'est des bons insights quoi, que tu viens de nous donner. Je sais pas si tu avais quelque chose que tu voulais rajouter. Le dernier truc serait de dire,
Je pense que ces histoires de signes de main, c'est Mhm. quelque chose qui est aussi transposable, tu C'est vois, vrai. en live, tu vois. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on n'utilise pas assez, tu vois. Le Mm. fait qu'en live, les gens ont envie de réagir, tu vois. Mais que souvent en workshop, on restreint le juste, le je suis d'accord, tu vois. Moi, Mhm. j'explique souvent aux gens, je dis la différence entre un meeting et un workshop, c'est en meeting, on passe énormément de temps à dire je suis d'accord et puis expliquer pourquoi. Puis en workshop, on ne perd pas de temps à exprimer le fait qu'on est d'accord. Ouais, On travaille sur ce sur quoi on n'est pas d'accord. ouais. Puis du coup, en fait, il y a une frustration, tu vois. Il y a une espèce Mm. de castration du fait que je peux pas faire comme d'habitude, où je peux dire oui, c'est génial ce que tu dis, je suis complètement d'accord pour ce point de vue et ce point de vue et ce point de vue, tu vois. Mhm. Alors que si tu le faisais en physique, tu vois, tu peux avoir le gars qui réagit à côté, puis qui dit, euh, qui est juste en mode oui, 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 tu vois. Puis qui du coup peut donner cette transmission à l'autre, de dire ah ouais, ouais, tu vois, il te soutient, il est là, tu vois. Puis Ouais, en ça. même temps, tu peux avoir l'autre qui fait tu vois. Mm. Ouais. Puis qui, du coup, ça peut créer la conversation, puis ça peut donner un peu un langage, puis en même temps, c'est un peu rigolo. Donc ça peut être sympa aussi. Donc, en résumé, le dernier truc pour moi serait vraiment ce côté de transmettre ce qu'on peut apprendre dans ce que les gens ont pu apprendre en faisant plus de workshops remote s'ils en ont fait, Mhm. puis de transmettre ces choses du remote au live aussi. Mhm. Ouais, c'est intéressant parce que je sais aussi que certains facilitateurs en design sprint font ce genre de choses aussi pour simplifier un peu la communication sur certains sujets. Mais effectivement, d'utiliser voilà, des petits indicateurs visuels pour transmettre des émotions rapides plutôt que de monopoliser de la parole pour ça peut effectivement être efficace. Ouais. Ouais. Écoute, merci, hein, j'ai appris quelques trucs intéressants, des problèmes auxquels je n'ai pas encore été confronté. Et puis, bah ouais, merci beaucoup. C'est cool. Puis aujourd'hui, on a été très, très concret, concret, Ouais, concret. Mais très je concret, crois ouais. qu'on s'est bien amusé quand même. C'est cool. Merci, hein. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Et on se retrouve au prochain épisode.